Eh bien mes chers amis, bonjour. Nous sommes en 79 après Jésus-Christ. Le Vésuve, volcan du sud de l'Italie, situé à peu près une trentaine de kilomètres de Naples, le volcan Vésuve vient d'exploser. On dit plutôt vient d'entrer en éruption, mais là c'est une explosion quasi extraordinaire. Alors en explosant, le Vésuve envoie partout sur les villages, sur les cités, les deux plus grandes qui existent à ses pieds, c'est-à-dire Pompéi et Herculanum. Le Vésuve envoie 6 mètres de lapis. Lapis, c'est cette espèce de petite pierre qui est très ressemblante à ce que nous connaissons, nous, sous forme de pierre ponce. Cette pierre ponce, vous savez que les mamans, lorsque les écoliers rentraient le soir, s'apprêtaient à prendre pour pouvoir frotter les doigts, qui étaient garnis d'encre. Cette pierre ponce, donc cette lapis, envahit considérablement tous les alentours. Alors Pompéi, tout d'un coup, se trouve avec 6 mètres de lapis. Imaginez que tout le monde est mort. À l'heure H du jour J, c'est l'anéantissement complet et l'arrêt d'une vie, l'arrêt d'une civilisation. Très longtemps, il y a eu par la suite des fouilles qui ont commencé. Parce que les archéologues avaient une aubaine. Il ne fallait pas creuser la terre, il ne fallait pas faire des dégagements de monuments. Non, il fallait simplement sortir cette lapis, qui est légère, et découvrir la ville telle qu'elle s'est arrêtée en 79. Il est évident que sont succédé énormément de fouilles archéologiques au début du 19e, au milieu, à la fin, et bien sûr après en grande quantité, et des fouilles archéologiques patronnées justement par des Français. J'ai voulu faire ce reportage sur Pompéi parce que c'est un rare moment où on peut découvrir la vie des hommes tels qu'ils étaient à cette époque. Ils étaient bloqués, ils étaient statifiés, ils étaient pris comme ils venaient d'avoir leur véritable occupation. On aperçoit la maîtresse de maison qui est en train de cuisiner dans sa cuisine. Et vous savez qu'il y a eu un archéologue italien, Fiorelli, qui a eu l'idée justement d'envoyer une sorte de ciment blanc à l'intérieur de ces gangs de gens qui étaient là. Le squelette a été préservé, mais finalement tout le reste s'est décomposé. Et alors, quand Fiorelli a injecté ce ciment à l'intérieur de ces êtres, il a découvert l'être lui-même en positif comme il était. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'aspect culturel, l'aspect de vie de commun des mortels, qui s'est trouvé justement à ce moment-là. Et en faisant ce reportage, je me suis aperçu qu'il y avait des choses très curieuses, notamment la sexualité et la pornographie, alors même jusqu'à dire la pornographie qui existait dans la Rome antique comme une chose tout à fait naturelle, sans tabou, sans rien. Pompéi est garni d'éléments qui nous feraient découvrir la sexualité à cette époque. Alors, dans ce reportage, j'ai voulu faire un deuxième reportage, alors que vous allez voir, et qui est justement cette découverte de cette sexualité. C'est extraordinaire, on s'aperçoit que des gens avaient des principes, des valeurs, une civilisation vraiment tout à fait contraire à la nôtre. Le sexe est le roi. Le phallus, considéré comme une puissance masculine porte-bonheur et qui dirige pratiquement le monde, le phallus y est représenté sous toutes ses formes. Ce phallus donc existait partout. Par exemple, pour aller à un endroit, il était dessiné sur le sol
dans la pierre, gravé, un phallus qui vous montrait la direction où aller. Et cette direction qui, d'ailleurs, maintenant, nous est représentée par des panneaux de signalisation tout à fait classiques. Donc, j'ai voulu prendre ces figures et vous les amener, parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est presque le Kama Sutra de 1 siècle avant Jésus-Christ. Tous ces fichiers, ces fiches pornographiques, elles ont un sens. Ces tableaux ont un sens. Lorsqu'une prostituée travaillait, il fallait bien voir à son client ce qu'elle allait lui apporter. Et chacune, dans un lupanar, avait sa gravure de la façon dont elle procédait pour pouvoir satisfaire sa clientèle. Nous avons donc tout ça photographié et revu. Alors ça a été très curieux, mais il faut dire que François Ier, qui était duc de Calabre, le François Ier italien donc, a voulu prendre tous ces objets qu'il considérait obscènes et les amener dans les caves du musée archéologique de Naples, avec sous ordre de ne jamais les montrer. Donc par conséquent, il n'y avait personne que les grands spécialistes qui pouvaient obtenir la clé nécessaire pour pouvoir les voir. Après, par la suite, la loi s'est élargie en toléré que les personnes de plus de 50 ans allaient les voir. Alors vous savez, chez nous, le CSA nous dit moins 16, moins 18, le petit carré, et là, moins 18, c'est que ça rentre réellement dans la porno. Là, il fallait atteindre moins de 50 ans. Bref, nous avons tous ces documents, et j'ai eu l'autorisation spéciale par le consul de Bordeaux, Marco Filippo Tornetta, Monsieur Tornetta qui m'a donné l'autorisation spéciale de pouvoir accéder à ces caves et pouvoir les photographier. J'ai donc pris des photos que vous verrez vous-même. C'est un moment tout à fait, allez, on va dire, croquignolé de l'histoire d'une histoire d'il y a 1 siècle avant Jésus-Christ. Ça vaut le coup d'être vu. Venez avec moi. Eh bien, cette histoire débutait en 1819 à la demande de François Ier, duc de Calabre, qui, outré de voir ces objets obscènes, ordonna qu'il fallait les enfermer dans des pièces du musée de Naples, dans lesquelles ne pouvaient rentrer seulement que les personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées ? Eh bien, nous supposons que leur libido légèrement atténué pouvait supporter le choc d'une telle émotion. Beaucoup d'études furent consacrées sur les causes et l'utilisation de la pornographie dans la vie romaine. Le professeur Robert Estienne de l'université Bordeaux III, qui est à l'origine de nombreuses fouilles archéologiques à Pompéi, m'avait dit lors d'une émission radiophonique que je lui avais consacrée que la sexualité omniprésente dans Pompéi correspondait à une forme de vie ultralibérale typiquement romaine. Un mélange de superstition, de religion, de plaisir et de puissance liés exclusivement à la présence du phallus avait pour rôle d'apaiser la population. Il faut dire que dans toutes les villes où la civilisation est en pleine évolution, les tabous liés à la sexualité sont de moins en moins existants. La nature même du corps humain est de plus en plus dévoilée et la pudeur n'existe plus. Pour exemple, voici les latrines ou toilettes publiques. Elles étaient conçues pour accueillir une vingtaine de personnes et on y venait pour se soulager, mais aussi pour discuter des derniers potins romains. C'était une sorte de salon mondain où conversation masculine et subtilité féminine faisaient bon ménage. Les salons de Madame de Sévigné, 18 siècles après, n'avaient rien envié à cette situation ubuesque
de mélange de philosophie, de politique, de littérature et de déjection. Bref, une sorte d'amalgame, dirait-on, dans le langage actuel. Puis, une fois terminée, la conversation s'éteignait dans un rite bien particulier. Il fallait repartir propre et hygiéniquement satisfait. Après avoir accompli ses nécessités, on s'essuyait avec de petites éponges plantées à l'extrémité d'un bâton. Pour cela, on enfilait cette sorte de balai de toilette dans le trou vertical du siège et on se frottait ainsi le fessier par un mouvement de va-et-vient tout en restant assis. Avec ces mêmes éponges, on pouvait nettoyer le contour des sièges. Au centre de la pièce se trouvait un petit bac en pierre où coulait de l'eau. On y nettoyait les éponges après chaque usage et on pouvait aussi se laver les mains. Sous ces sièges en pierre était astucieusement construit un système d'aqueduc à ciel ouvert où l'eau coulait en permanence. Ainsi, cet endroit restait constamment propre et il n'y avait aucune mauvaise odeur qui s'y dégageait. Pompéi, ville qui atteignait près de 6000 habitants à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, était comme toutes les grandes villes romaines réputée pour avoir une sexualité débridée. Le phallus, affiché partout, était le symbole de la fertilité, de la force et de la nature. Il était vénéré comme la personnification du dieu Fascinus. On le trouve dans les maisons et dans les lieux publics. Il avait en effet sa place dans tous les endroits où l'on courait un danger. Il était en quelque sorte une divinité omniprésente et protectrice. On le trouve également sur le sol dans les rues pour indiquer les directions à suivre. En quelque sorte, l'ancêtre de nos panneaux de signalisation. Beaucoup de maisons affichaient des scènes érotiques à l'entrée de leur couloir, voire même à l'intérieur des pièces principales. Les fouilles archéologiques de la maison des frères Vétilly, construite aux environs de 62 après Jésus-Christ, en est un vivant exemple. Les frères Vétilly appartenaient à une ancienne caste d'esclaves affranchis qui avaient fait fortune dans le commerce du vin, tel que nous le montre cette fresque de Cupidon, se versant mutuellement du vin. Leur villa, très bien conservée, avait des peintures murales d'un très haut érotisme. Témoin cette peinture de l'arrière-cuisine qui pousse très loin le réalisme sexuel. Le maître de maison que l'on voit exerçant son droit de cuissage sur une jeune servante est représenté ici tout à fait naturellement et sans tabou. On voit à la tête de la servante qu'elle a l'habitude et que le maître de maison exerce un acte tout à fait naturel pour l'époque. Devenus de riches marchands, cela n'empêche pas les frères Vétilly d'accueillir leurs visiteurs avec cette peinture d'un Priape dont le sexe géant vaut littéralement son pesant d'or. Cette peinture est appelée la pesée du phallus. Dieu des jardins, de la force masculine, de la protection et des plaisirs de la chair, Priape était le fils de Dionysos et d'Aphrodite. Il avait pour symbole son phallus souvent démesuré et quiconque avait sa représentation dans sa maison était protégé des malheurs de la terre. En plein dans le libertinage de la Rome antique, comment ne pas parler de la prostitution ? Elle fait partie intégrante de la vie de Pompéi. On dénombre à Pompéi, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, 25 bordels dont le principal est le Lupanare Grande. Le lupanar est le mot employé par les Romains pour désigner les bordels. Le terme signifie tanière de loup. Une prostituée s'appelait une lupa, ce qui veut dire louve. Alors le lupanar Grande était, comme tous les lupanars de villes romaines, construit à un angle de rue. On pouvait rentrer d'un côté et en sortir de l'autre sans être vu. Il avait un étage.
C'était un établissement à 10 lits, dont 5 à l'étage supérieur, accessibles par un escalier de bois. Les chambres étaient petites, chaque cellule était munie d'un petit lit en briques avec une tête de lit sur lesquelles un matelas était posé. Les latrines, tant qu'à elles, étaient sous l'escalier. On a trouvé à Pompéi, sous certaines peintures, plusieurs inscriptions mentionnant les tarifs pratiqués par les prostituées de l'époque. Il en coûtait 2 as, soit une demi-sesterce pour une passe de base, soit le prix de 2 pains ou d'une mesure de vin. Si selon le professeur Étienne, l'as devait correspondre pour l'époque à 1/4 d'euro, une passe de base devait valoir 50 centimes d'euros, ce qui, vous m'avouerez, valait le détour. Un certain nombre de représentations ont été transférées au Musée archéologique national de Naples, où elles ont été conservées dans une collection non accessible au public, mais dont j'ai eu le privilège et l'autorisation spéciale de les photographier. Je vous laisse savourer les délices que la nature pompéienne pouvait vous accorder si vous aviez vécu en ces temps-là. Alors, je vous propose de feuilleter ce grand livre de l'érotisme que les Romains du 1er siècle avant Jésus-Christ n'avaient rien à envier au Kama Sutra actuel. Sur une musique suave, adaptée par Marc Stédil, voici des peintures murales que notre célèbre Toulouse-Lautrec s'aurait fait un plaisir d'ajouter à sa collection. Allez, régalez-vous! Et c'est ainsi que se termine ce reportage qui m'a permis de vous montrer le côté croustillant d'une civilisation qui renaît descendre d'un Vésuve à la manière d'un moulin rouge qui renaît descendre d'un Toulouse-Lautrec.